Moi, je voudrais vous parler d'un rêve que j'ai fait cette semaine, qui m'a, à mon avis, donné les moyens de vous illustrer ce dont on va parler aujourd'hui, comment la nature pourrait nous inspirer au quotidien, que ce soit d'un point de vue technologique, mais aussi sociétal. Ce rêve, il m'a propulsé dans ma vie d'avant. J'étais chercheuse à l'époque, je travaillais dans un grand groupe, et j'ai rencontré dans ce rêve-là, dans la première scène, notre directrice innovation, et je la vois en train de manger des plantes avec son petit calepin à côté. Elle écrit plein de notes. Elle a l'air d'être super inspirée. J'ose pas la déranger. Je vais vite à ma réunion qui m'attend. Il y a toute mon équipe qui est là. Et en plus, on doit valider quelque chose de très important. On a une décision à prendre. On a un client sur lequel on est en train de travailler, mais qui est très compliqué. Et on doit décider si oui ou non on abandonne le projet. Donc, j'attends vraiment de l'intelligence collective. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a Léon, le chef de projet, quand j'expose la situation, qui se met à éternuer. Tout le monde éternue d'un coup et ils ferment tous leurs ordinateurs comme si la décision venait d'être prise. Ok, bon, tout le monde joue le jeu sauf une personne, Cortez. C'est notre directeur des ventes. Il a une personnalité ingérable. Il est très bon. Il fait un chiffre d'affaires de dingue. Mais à cause de lui, on a perdu depuis plusieurs années des talents incroyables. Donc clairement, il est toxique pour l'ambiance. Et c'est à ce moment-là que Marion, notre PDG, arrive dans la pièce. Elle prend Cortez par le col et elle le jette par la fenêtre sans aucun problème. Donc moi, je me suis réveillée en sursaut à ce moment-là et j'ai débriefé avec moi-même sur ce rêve. Et quelque part, si je vous partage ce rêve-là, c'est que derrière cette histoire, quelque part, ça illustre vraiment ce que j'aimerais pour notre société demain. C'est qu'on aille s'inspirer parfois des animaux, des plantes et des bactéries qui nous entourent pour avoir des comportements qui seraient plus souhaitables. Derrière chaque personnage ici, finalement, il y avait une espèce et un animal qui se cachait. Je ne sais pas si vous allez les connaître. Je vous laisse une petite chance derrière Élise, la directrice Inno qui mange des plantes. Est-ce que vous avez une idée d'un animal, une plante, une bactérie qui... Tu penses à quoi? Avec le... Ça aurait pu. Mais c'est l'Élysie émeraude. En fait, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est pas loin. Hein. Franchement, à peu de choses près, c'est la même espèce. On peut les superposer. Ça aurait pu pour le bambou, mais là, pour le coup, c'est clairement l'Élysie émeraude. En fait, c'est une limace de mer. Et cette limace, à la base, c'est un animal, hein, sauf qu'elle a trouvé le moyen de faire de la photosynthèse sans être un végétal. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va piquer aux algues qu'elle mange, les chloroplastes, elle va les garder et elle va en faire une photosynthèse qui fait qu'elle a une espèce hybride, mi-animal, mi-végétal. Quand j'ai vu cette recherche sur cet animal, je me suis dit, mais c'est hyper ingénieux, mais quelque part, c'est une façon aussi pour mes équipes, un jour, j'adorerais qu'elles apprennent à prendre des idées d'autres espèces ou d'autres milieux. Quelque part, nous, on travaillait pour des milieux dermo, pharma, cosmétiques. Et j'avais vraiment envie que mon équipe aille chercher parfois de l'inspiration dans des domaines qui n'avaient rien à voir. Ça, c'est pour Élise. Est-ce que vous pensez, Léon l'éternueur, qui ça pourrait être? Est-ce qu'il y a un animal, une plante? Une plante qui éternue, c'est moins courant. Est-ce que vous pensez à un animal qui éternue et pour lequel il y a un sens particulier? Hein? Pas mal. Un chien sauvage africain qui s'appelle le lycaon. Franchement, demi-point. On peut l'applaudir. Je pense que c'est même... On va t'accorder le point. Parce que franchement, t'étais à ça. On l'appelle le chien sauvage africain. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il vit en meute. Mais il y a beau avoir un couple qui est un peu à l'origine de toutes les décisions de la meute. Moi, je les vois un peu comme les Balkany de la meute. C'est eux qui décident de tout. Sauf que la chance qu'on a, c'est qu'on est capable de renverser leur pouvoir au sein de la meute. Si un des lycaons, par exemple, qui n'a pas ce pouvoir-là, dit que ça fait trop longtemps qu'on est sur cette aire de repos et éternue pour suggérer au reste du groupe qu'il faudrait partir, si la meute le suit rapidement et que tout le monde éternue, les Balkany n'ont rien à dire, tout le monde y va et on quitte la meute, l'aire de repos. Donc quelque part, c'est comme un système de gouvernance partagée, d'intelligence collective. C'est un animal qui fait en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prennent les décisions pour le groupe. Cortez, peut-être qu'il vous fait penser à un animal, un parasite. Le coucou. Le coucou, c'est un oiseau. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. On en a besoin, hein, parce que dans le vivant, il n'y a pas que des belles histoires, des love stories et de la coopération. Il y a aussi des animaux qui ont des stratagèmes un peu moins, un peu plus douteux. Et le coucou, sa stratégie, la maman coucou, c'est qu'elle ne va pas s'occuper de ses enfants, elle les refourgue aux autres. Et pour ça, elle doit imiter les œufs d'autres oiseaux. L'oiseau va naître 2 jours avant ses frères adoptifs. Il va tous les éjecter. Il y a vraiment des vidéos où on voit un coucou éjecter tous les œufs à bord du nid pour devenir presque le seul de la couvée.
sa maman va venir le nourrir pensant au début que c'est son fils. Et en fait, il y a vraiment un phénomène où il parasite le nid. Et lui, il a trouvé un moyen de survivre. Et à son tour, si c'est une femelle, de faire un bébé qui va le reparasiter un nid. On a besoin du coucou, hein. On ne peut pas tous les éliminer, mais en tout cas, c'est un mécanisme comme un autre. Mais ce que j'aimais bien dans Marion, c'est que Marion, elle représente pour moi le mérion superbe. C'est un autre oiseau qui, lui, a trouvé une stratégie assez chouette, c'est que il est capable de reconnaître l'intrus. C'est un des rares oiseaux qui se fait pas avoir. Déjà, il va visionner très vite l'œuf, mais il va surtout entendre le chant de ses oisillons très jeunes et savoir qui fait partie de son espèce ou pas. Et ça, pour Marion, je trouve que c'est aussi l'incarnation d'un PDG qui saurait voir quand il y a un indésirable, un talent qui est en train de faire fuir tous les autres, qui jette par-dessus bord tous les talents dont on a besoin, détecter les signaux faibles pour s'en débarrasser tant qu'il est encore temps. Moi, je vous parle de ce rêve-là aussi parce qu'il a quelque part œuvré et il illustre aussi la prise de conscience que j'ai eue en passant des sciences pures à l'innovation par le biomimétisme, ce que j'appelle sociétal. Cette prise de conscience, elle s'est faite en 2018. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette orque. C'est grâce à une orque, finalement, que je me suis intéressée à ces comportements animaux inspirants. C'est l'histoire de Talekua, que certains chercheurs appellent J35, qui a eu un bébé qui est décédé. Les chercheurs savent qu'elle avait conscience du décès de cet enfant et pourtant elle l'a traîné avec elle, porté, poussé pendant 17 jours, sur plus de 1500 km. Et ça a vraiment créé un débat au sein de la société, on va dire, scientifique. Est-ce qu'on peut considérer que Talekua est en train de faire un deuil, une forme de deuil, ou est-ce que c'est une curiosité morbide par rapport à un corps qui serait inerte? Clairement, il y avait un gros débat à l'époque. Et moi, ce débat, même en tant que scientifique, il ne m'intéressait pas. Parce que j'étais bouleversée par l'histoire de Talekua. Elle tombe à un moment donné où moi-même, je vis un deuil assez douloureux. Et grâce à cette espèce qui est majestueuse, qui fait 5 tonnes, qui a cette capacité à réagir aussi fort à une crise, ça m'a autorisé moi-même à traverser cette crise un peu plus en douceur. Et à partir de là, j'ai changé d'angle. À l'époque, j'étais vraiment dans la science et la recherche de comportements animaux pour la tech. Et là, je me suis dit, quelque part, il y a quelque chose à faire pour traverser nos crises individuelles, mais aussi collectives. Ça m'a amené à prendre la parole sur plusieurs de ces sujets. J'ai eu la chance de faire plusieurs conférences, des podcasts, des livres. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de quitter mon cerveau de scientifique chercheuse, il reste pas très loin, pour vraiment emprunter un chemin qui me semble être intéressant pour sensibiliser. Mon sujet reste le même, c'est le biomimétisme. Je ne sais pas si certains connaissaient déjà cette approche. Si je vous donne une définition, c'est le fait de s'inspirer des stratégies, de la manière dont le vivant s'adapte à son environnement pour innover et de manière durable. Souvent, les industries qui font du biomimétisme oublient un peu la fin de cette phrase, mais clairement, c'est le fait de s'inspirer de la nature de manière soutenable. À mon niveau, quand j'étais chercheuse, j'ai vraiment eu 4 sujets très importants autour de cette approche. Le premier, c'est la zoopharmacognosie. C'est le fait que les animaux savent se soigner en utilisant les espèces végétales ou autres de leur environnement. J'ai eu la chance notamment de m'intéresser au gorille, qui consomme une graine en particulier, qui s'appelle la graine de paradis, et qui lui permet d'éviter une maladie du cœur, et qui fait qu'aujourd'hui, dans mon laboratoire de recherche, on a identifié les composants qui pourraient soigner l'humain de certaines pathologies liées aux mêmes voies qu'on a conservées avec le gorille. C'est l'objet vraiment du livre L'animal médecin, où j'ai vraiment le temps de détailler tous ces travaux de recherche sur ce gorille. J'ai aussi travaillé sur les symbioses marines. On a des espèces qui vivent en symbiose. Vous connaissez tous le poisson clown Nemo et la anémone de mer. À l'époque, on cherchait à comprendre comment est-ce que ce poisson clown ne se fait pas piquer par l'anémone de mer, qui est un animal un peu comme, qui est de la même famille que la méduse. Et on a découvert que c'était les microbiotes symbiotiques qui faisaient que le poisson clown passait inaperçu auprès de l'anémone. J'ai aussi travaillé sur la phytorémédiation, c'est comment les polluants sont captés du sol par les plantes, et c'est intéressant pour des applications diverses. Et la longévité. Il y a 5 régions dans le monde qui s'appellent des zones bleues, dans lesquelles il y a une longévité exceptionnelle. Okinawa au Japon, Costa Rica, la Sardaigne, Ikaria en Grèce et Loma Linda. Et j'ai pu faire des enquêtes ethnobotaniques, interviewer des gens de plus de 100 ans pour comprendre si dans leur régime alimentaire, il n'y avait pas une plante miracle, mais des plantes qui pourraient contribuer à leur longévité.
Bon, le biomimétisme, vous comprenez du coup son approche en général, mais des fois, il y a des geeks dans la salle, donc je vais vous donner l'occasion de briller, comme toi tout à l'heure avec le chien. Je vais vous donner une espèce et vous allez me dire, une innovation plutôt, et vous allez me dire si vous savez de quelle espèce c'est inspiré. C'est officiel, hein, c'est pas dans mon imagination. Par exemple, Waze ne se cache pas de s'être inspiré d'une espèce pour son algorithme. Est-ce que vous voyez laquelle ça pourrait être? Fourmis, guêpes, oiseaux. Oiseaux migrateurs, c'est ça? Les fourmis. Bravo. En fait, les fourmis ont cette capacité à créer des chemins optimaux d'un point A à un point B et imaginer des routes secondaires en cas d'obstacle et de se prévenir en temps réel. Et Waze, vous pouvez vraiment chercher l'information, ne se cache pas d'avoir un peu imité et copié les fourmis pour créer leur algorithme. Le Scratch, est-ce que vous savez de quelle espèce il a été inspiré? Pas loin. Gecko, c'est pour des cols. Je l'ai pas mis, tu aurais pu gagner un point, on aurait dû se coordonner avant. Tu triches. On n'est pas dans qui a de chardon? On n'est pas loin. Yes, nous avons notre championne, l'espèce parfaite. La bardane ça aurait pu être le chardon, mais clairement c'est la bardane parce qu'elle a des crochets particuliers. Et l'histoire de cette innovation, c'est que c'est un ingénieur suisse qui se baladait avec son chien et qui tous les soirs devait enlever après la balade des plantes qui étaient agrippées au poil du chien et qui s'enlevaient de manière réversible. Et la légende dit qu'il allait regarder au microscope ces crochets à quoi ils ressemblaient de la plante. Et il a remarqué qu'il y avait une forme assez particulière qui expliquait cette réversibilité de s'accrocher et se décrocher. Et si vous voulez un peu briller en société, sachez que Velcro vient de l'inspiration biomimétique, puisqu'il l'a appelé comme ça pour vel, velours, côté chien, et cro pour crochet, côté bardane. Voilà. Prochain repas, vous pouvez comme ça, l'air de rien, c'est un velcro. Tu savais d'où venait l'origine du mot velcro? Et voilà, vous brillez. Clairement, c'est un peu une star du biomimétisme et nous, on en a marre d'en parler, mais on sait qu'il faut aussi sensibiliser à ce sujet-là. C'est que c'est pas un sujet qui est dans les tuyaux et qui n'a jamais donné une innovation palpable. Vous êtes entouré aujourd'hui d'innovations biomimétiques. Si je vous parle des médailles de Michael Phelps, est-ce que vous pensez à une espèce qui pourrait être à l'origine presque d'un scandale, on va dire? Ouais, tu sais pourquoi? Exactement. Michael Phelps a vraiment, l'année où il a gagné le plus de médailles, dans mes souvenirs, à Pékin, il avait utilisé une combinaison Speedo qui était bio-inspirée de la peau du requin. Le requin, il a plein de denticules, c'est des micro-dents à la surface de sa peau et ça lui permet d'avoir une hydrodynamique dans l'eau qui est très puissante. Et l'année où il a eu toutes ces médailles-là, le comité aurait décidé qu'on arrêterait désormais d'utiliser ce type de combinaison qui pourrait être un désavantage pour les concurrents. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que cette année, Léon Marchand, l'année dernière, lui a dit qu'il s'inspirait de l'ondulation du dauphin. Donc en gros, on chasse une innovation, mais ils vont continuer à s'inspirer des espèces marines. Mais clairement, les Michael Phelps, c'est équipé d'un revêtement qui s'inspire de la peau de requin. Donc quelque part, il y a 3 niveaux de biomimétisme dont j'aimerais vous parler. C'est le biomimétisme technique, c'est celui dont j'ai le plus parlé à l'instant parce que c'est celui qui est le plus connu, c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé moi aussi, et c'est celui qui est le plus facile à appréhender. On regarde une espèce, on regarde ce qu'elle fait, sa stratégie, on passe par une méthodologie qui est assez pointue et on a une innovation qui en découle. Il y a aussi un biomimétisme qui est plus environnemental, c'est on veut accélérer la transition, on veut trouver des solutions à nos problèmes actuels. Allons chercher dans la nature ce qui est déjà une source d'inspiration pour innover. Et il y a le biomimétisme sociétal sur lequel j'avais plus envie d'insister aujourd'hui, c'est quelque part comment en tant que société, en tant qu'humain, en tant qu'entreprise, on pourrait aussi copier leur comportement. Pour le biomimétisme environnemental, je vais juste vous citer 2 exemples. Vous avez l'exemple du Moloch hérissé, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un lézard qui a une apparence un peu comme ça étrange, avec plein de picots sur la surface de sa peau. Et en fait, il a la capacité à ne pas boire par la bouche, on dit, et on dit qu'il boit par la peau. Scientifiquement, c'est vrai, mais c'est surtout qu'il a la capacité à capter l'eau via la peau et à la faire revenir par capillarité jusqu'à sa bouche. Et il le fait grâce à des micro-reliefs en surface qui captent l'eau de l'air et qui font que l'eau est condensée et qu'il est capable, dans des zones très arides où l'eau est très rare, d'avoir accès à de l'eau jusqu'à sa bouche, juste en captant cette eau dans l'air. Il y a des chercheurs qui aujourd'hui, moi j'accompagne un projet en ce moment où on cherche à comprendre comment on pourrait faire des revêtements dans des mobiliers urbains ou dans certaines zones arides pour capter l'eau et faire en sorte que l'eau de l'air ne soit pas perdue.
Deuxième innovation avec des applications environnementales, c'est la termitière. Les termites vont créer des structures qui sont vraiment en hauteur avec une ventilation très efficace. Et là aussi, ça évite d'avoir trop chaud à l'intérieur de la termitière quand dehors il fait 50 degrés, on peut garder une température optimale aux alentours de 25-30 degrés. Et il y a aujourd'hui des églises et des monuments qui sont inspirés de cette termitière et qui recréent ce système de ventilation naturelle et qui permettent de garder de la fraîcheur sans mettre la clim à fond. Donc si on arrive à mon sujet favori, je vous en ai donné deux exemples. Je vous les ai un peu spoilés dans mon rêve. On a parlé du Lycaon, de la démocratie, de l'Élysée émeraude. Il y a deux autres exemples que je trouverais intéressant de développer ici, qui sont le diamant mandarin et l'éducation, et le suricate pour le conflit. Le suricate, c'est un peu un de mes préférés parce qu'en fait, c'est le champion de la coopération et d'éviter le conflit. C'est une espèce qui a besoin d'être en groupe et si elle se divise, c'est fatal. Ils sont très puissants, ils peuvent battre des cobras, des scorpions, aller chasser des espèces beaucoup plus grosses qu'eux, à condition de rester unis. Et en fait, la stratégie et le vivant a fait en sorte que dans l'évolution, le suricate ait trouvé des moyens d'éviter le conflit. Je m'explique là-dessus. Un suricate, dans un groupe de suricates, chacun a des besoins différents. Il peut y avoir une femelle qui est allaitante, il peut y avoir des nouveau-nés, un retraité, une personne plus âgée dans le groupe en tout cas, qui vont pas avoir les mêmes besoins nutritionnels. Et pour autant, le leadership et les décisions font que tous les matins, on va suivre la source de nourriture de chacun des suricates à tour de rôle. Il n'y en a jamais un qui va être le premier et qu'on va suivre automatiquement. Et là où c'est intéressant, c'est que on a recréé en laboratoire ces conditions-là et on voit qu'en fait, effectivement, il y a des techniques entre eux pour faire en sorte que le leadership, si je prends mes mots d'humaine, soit partagé. Là aussi, je pense que sociétalement, ça pourrait être très intéressant de voir comment dans nos sociétés ou dans des équipes ou en entreprise, on fait en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui montent la direction. Cet exemple aussi de cet oiseau qui est un mandarin, le diamant mandarin, il est intéressant pour ceux qui sont plus intéressés à l'éducation et la manière de transmettre les messages. C'est un oiseau dont le chant est primordial pour sa survie ou sa reproduction, donc il a une capacité à faire des vocalises très fines et très précises. Et il a un maître, souvent il y a des mâles qui sont chargés de l'éducation sonore. Et cet oiseau, il est intéressant parce qu'il a deux parties de son cerveau qui fonctionnent différemment. Il y a une partie du cerveau qui est capable d'enseigner, de donner la leçon à ses oisillons, mais une autre partie qui est capable de subir la leçon en live, c'est-à-dire qu'il va recevoir la leçon qu'il est en train de donner. Donc une partie émetteur, une partie récepteur, ce qui fait qu'il est capable d'ajuster en permanence si sa leçon est claire, si ses apprentissages sont clairs. Et ça a donné lieu dans l'éducation à des systèmes aussi qui ressemblent à des classes inversées, où on s'assure en temps réel toujours que le message auprès d'une classe est clair et qu'on est bien, nous, en tant que professeurs, d'avoir la meilleure méthodologie pour faire passer nos messages. Tout ça, ça m'amène à vous parler de ma mission principale pour cette année. Ce que je voudrais, c'est qu'on apprenne collectivement aussi à trouver des nouveaux récits et comment on veut raconter cette biodiversité. Je vous ai parlé beaucoup de science, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on ait aussi la capacité à raconter et sensibiliser sur ces sujets, peut-être de manière moins culpabilisante que ce qui a pu être fait. Et j'ai eu la chance l'année dernière, notamment, d'intervenir auprès des personnes qui sont dans des médias, qui sont là pour parler de la biodiversité, mais qui disent qu'aujourd'hui, les leviers sont parfois compliqués à trouver pour séduire leur audience et les aider à être embarqués. Moi, les ingrédients que j'utilise systématiquement pour raconter une histoire, écrire un livre, faire un podcast ou une conférence, c'est d'oser tirer un fil narratif. Quelque part, parfois de construire une histoire comme on raconte une bonne série Netflix, parce que on sait qu'on peut embarquer plus de monde, même des gens qui ne sont pas sensibles à nos sujets, juste en leur racontant des histoires. J'ai aussi à cœur à chaque fois de relier émotionnellement le sujet à moi. Je sais que c'est parfois difficile de parler de soi quand on parle d'un sujet qui est plus grand que nous, mais parfois ça permet aussi d'aider les gens à s'identifier à notre sujet et de créer des moments où ils pourront aussi eux-mêmes se sentir émotionnellement connectés à une espèce. Pour moi, je veux jamais donner des leçons, mais juste permettre aux gens de réfléchir par eux-mêmes. J'ai pas de vérité à leur plaquer sur la figure. Je préfère qu'ils se disent « tiens, ça m'a fait réfléchir » et que ça soit fait dans une forme de respect aussi de leur pensée à eux. Marquer les esprits en martelant certains messages. Il y a des conférences où j'ai vraiment un format long et mon objectif, c'est de créer des répétitions ou dans un livre pareil pour que le message principal soit compris. Et surtout, j'aime beaucoup, moi, envelopper la boucle finale, faire en sorte que les personnes, en début
de présentation ou de livre reviennent dans leur boucle de départ et à la fin, créer cette boucle. Et c'est ce que je vais faire tout de suite, en vous reparlant de mes rêves et en vous disant quel serait le rêve que vous pourriez me souhaiter en 2025. Si vous deviez me souhaiter de rencontrer une seule espèce en rêve, ce serait celle-ci. C'est Lucas. Je ne sais pas si vous la connaissez. Lucas, en fait, c'est l'espèce qu'on considère être notre ancêtre commun à tous sur cette planète. C'est-à-dire que toutes les plantes, les bactéries, les animaux, les espèces vivantes qui nous entourent découlent toutes d'un même maître qu'on a appelé Lucas pour Last Universal Common Ancestor. Ça veut dire qu'on estime qu'au fond des océans, il y a plusieurs millions d'années, on a eu un être vivant unicellulaire qui a pu émerger, la vie a émergé à cet endroit-là, et depuis, il y a eu plusieurs traces et chemins évolutifs qui ont coexisté et qui ont donné toutes les espèces que vous avez autour de vous. Et moi, quelque part, si un jour je rencontrais cette espèce, j'adorerais qu'elle m'explique comment on pourrait avoir demain une société qui pourrait être finalement lucide, unie, créative, comme Élie, et adaptée. Parce qu'à mon sens, le moteur de notre évolution et ce qui fait qu'on va être une société qui sera quelque part adaptée à notre environnement, c'est notre capacité à prendre en compte l'environnement qui nous entoure. Souhaitez-moi ça pour 2025 et je serai la plus heureuse. Je vous remercie. On a peut-être un tout petit peu de temps pour prendre une ou deux questions. Donc, si quelqu'un a une question particulière, sinon on peut aussi faire ça de manière plus organique pour parler après. Donc, si quelqu'un avait une question spécifique, vous pouvez poser. Alain, ouais. Sur la question des transformations sociétales, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des politiques, que ce soit dans des assemblées type Assemblée nationale, le Sénat ou autre? Parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses, il y a des leviers de changement importants à faire, et surtout en ce moment. Oui, on a la chance que le biomimétisme soit un sujet un peu sexy pour les gens qui font de la recherche, les grands groupes qui veulent innover. Il y a un potentiel justement d'histoire et de storytelling puissant, mais on a aussi parfois des politiques qui viennent dans des événements, notamment un événement qui est assez puissant pour le biomimétisme qui s'appelle Biomimexpo. Et là, on voit des politiques venir sur place pour comprendre à mon avis les enjeux de demain d'un point de vue innovation, mais aussi sociétal. Et je pense à des candidats à la présidentielle notamment qui étaient presque venus à tour de rôle et qui étaient ressortis de là aussi en se disant quelque part il y avait un potentiel pour imaginer une société de demain. Donc, je pense qu'au vu des enjeux qu'on est tous en train d'affronter, peut-être que ce ne sera pas leur message politique principal. Je ne pense pas qu'on aura un jour un président qui dira moi je suis le président du biomimétisme, bien que je voterai je pense pour lui assez rapidement. Mais ouais, en tout cas je sens que ça soulève des questions et que ça attise la curiosité. Je sais pas si c'était la question. Oui, ouais. complètement, mais c'est de savoir. Et personne pour l'instant a souhaité, par exemple, je sais qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale, donc il y a des commissions qui se mettent en place, où ça rentre dans les sujets. On a pas mal de questions sur les problèmes d'adaptation, il y a beaucoup de. L'ethnologie a beaucoup changé sur ces questions-là. L'observation des animaux, on ne regarde plus les choses de la même façon. Tout à fait. Sur Arte, il y a une série documentaires fondamentales là-dessus. Et justement, c'est vrai que ce serait intéressant qu'ils arrivent à comprendre la question chez les licarons, la gestion du pouvoir. On le voit aujourd'hui sur la 69 ou sur d'autres méga-projets totalement inadaptés. C'est pas le problème de prendre la mauvaise décision, mais à un moment donné, c'est le problème de savoir en changer assez tôt, quoi. Ouais, et d'avoir des contre-pouvoirs qui sont écoutés. En tout cas, le sujet est arrivé vraiment jusqu'aux politiques, puisque même le Biomimexpo était très fier de dire que ces dernières années, c'était sous le patronage, merci, je ne trouvais plus le mot, du président de la République. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont validés jusqu'au ministère de la Transition environnementale qui soutient cette démarche-là. Mais j'attends que demain ce soit appliqué pour, comme vous le dites, des projets concrets. Merci. On va reprendre une autre question. Oui, j'aurais bien aimé de savoir un peu plus par rapport, par exemple, l'exemple que vous avez mentionné sur les suricates, comment ils se dispatchent les moments de direction, ou comment dire, de guidage.
Donc comment ça fonctionne? Quelques mots, comment ça fonctionne? En labo, ce qu'ils font, donc ça, ça avait été remarqué dans leurs conditions réelles, dans leur environnement naturel. Ce qui a été reproduit en laboratoire, c'est de faire exprès de donner à différents suricates du groupe des sources d'infos différentes. À l'un, on dit là, il y a des scorpions, à l'autre, on dit là, il y a des fruits. Enfin, entre guillemets, ils connaissent tous une source d'infos différente. On les réunit et on voit ce qui se passe. Et l'hypothèse qui est proposée, c'est que le premier qui est suffisamment convaincu de sa source fonce et tout le monde suit. En file indienne, tout le monde va aller suivre cette source-là. Si parfois ils tentent des pièges exprès, finalement la source soulevée n'est pas bonne, donc le groupe se rend compte que c'était une fake news et va vite suivre le deuxième qui est le plus motivé. Mais il y a quelque chose de très dynamique qui se fait, qui est un peu premier motivé. Ça veut dire qu'on considère que c'est le plus convaincu de sa source, tout le monde le suit, et à tour de rôle, finalement, on va finir par exploiter toutes les voies. Il y en a qui sont moins bonnes, ils font exprès d'avoir des voies qui soient plus ou moins bonnes, mais même celui qui a apporté la meilleure source d'information ne sera pas mieux suivi le lendemain. On repart sur un système où chacun a sa chance. Merci Aïna. Avec plaisir. N'hésitez pas à lui poser aussi des questions individuellement. Merci.